Bienvenue dans Nova, votre magazine dédié à l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, nous mangerons du poit, c'est pour la bonne cause. Nous roulerons sur des routes à base de déchets miniers. Et rêverons dans l'univers paisible de l'aquaponie. Le point de vue de la semaine sera celui de Jennifer Sigaud, présidente de la CCI. Donc, l'objectif, c'est de prouver la faisabilité des élevages piscicoles en Nouvelle-Calédonie. En gros, le premier objectif, c'est ça. Après, il y a des espèces qui ont été sélectionnées au départ. Le poit, donc un Ludgianidé, et la loge truite. Au départ, c'est les deux premières. Et là, depuis pas très longtemps, on commence à travailler un peu sur le picoreille. En Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas le droit d'importer du poisson de l'extérieur. Donc l'obligation était d'aller dans le lagon, récupérer les premiers pour les reproduire et commencer les élevages avec ça. Au départ, c'est des critères essentiellement économiques. Donc le prix de vente sur les marchés locaux, les marchés limitrophes, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Indonésie. Et après, le gros du travail, c'est d'essayer de les produire de façon rentable et pour pouvoir transmettre cette technique à des futurs aquaculteurs qui seraient intéressés par le métier. Donc à Foué, c'est toute la partie reproduction, la partie élevage larvaire, donc la production d'alevins. Toute la partie de la production d'alevins se fait à Foué. Au départ, tout est une difficulté parce que comme on ne connaît pas les poissons, et donc on a l'impression de jouer à un jeu dont on ne connaît pas les règles au départ. Donc on découvre les problèmes au jour le jour. Donc au départ, il y a eu des problèmes de parasites sur les géniteurs qu'on a perdus régulièrement. On a eu des problèmes de croissance qui n'étaient peut-être pas optimum. On a eu des problèmes en cage après en arrivant ici. Après, on a eu des problèmes de reproduction où il y avait la loge truite, par exemple, qui ne reproduisait pas du tout. C'est des points de blocage qu'on est obligé de lever un par un. Donc, au démarrage, en fait, les larves de poissons, elles ont un instinct de chasse, donc elles ne consomment que des proies vivantes. Donc, on est obligé de recréer complètement la chaîne alimentaire avec du phytoplancton d'abord, pour nourrir du zooplancton, donc des rotifères et des copépodes, essentiellement, et des artémias par la suite, pour leur permettre de manger quelque chose qui bouge et qui est vivant. Donc là, on est maintenant dans la salle d'algues, où on élève plusieurs espèces d'algues pour les besoins du zooplancton. Donc les copépodes ont besoin de certaines espèces d'algues, qui sont Isochrysis, que vous avez ici, Isochrysis galvana, et aussi une autre espèce qui s'appelle Chaetoceros mulleri. Les rotifères, eux, ont besoin d'autres espèces d'algues, des algues vertes, Tetrasemis, qui sont élevés pour les rotifères. Donc on passe ici des ballons, vous voyez là, de 20 litres vers des gaines de production de volume supérieur jusqu'à 300 litres environ. C'est ce qui nous permet de répondre à tous nos besoins en production pour nourrir le zooplancton et pour réaliser les élevages larvaires. Donc là, ce sont des rotifères, donc ce sont les zooplanktons de taille supérieure qu'on utilise pendant l'élevage larvaire, qui vont servir donc à nourrir les larves à partir de, on va dire, 5-6 jours après l'éclosion. C'est des élevages qui sont assez difficiles à mener et qui sont toujours plus ou moins risqués, oui. Au démarrage, c'est un peu compliqué. Après, avec l'expérience qu'on a tous aujourd'hui, c'est des choses qu'on arrive à faire tranquillement et on arrive à des résultats corrects. Ouais. Après 2 mois d'élevage sur Foué, les poissons arrivent ici à un poids de 25 grammes à peu près. Donc c'est des poissons qui ont à peu près 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. On les met en cage, donc ils sont transportés dans des cuves avec de l'oxygène, mis en cage. Et après démarre la phase de grossissement ici, qui pour l'instant dure aux alentours de 17 à 18 mois. La population dans le monde augmente tous les jours. Je crois que l'aquaculture a dépassé la pêche depuis 2014. Donc depuis 2014, c'est la première fois où on produit plus en aquaculture qu'on ne pêche dans les océans. Donc c'est quand même une inversion de tendance. Et plus ça va aller, plus la population augmente et plus on va être obligé de produire pour réussir à nourrir tout le monde. Maintenant, le but, c'est de trouver des solutions pour nourrir tout le monde sans continuer à vider les océans. C'est toujours un peu pareil. Donc, parce qu'aujourd'hui, nos aliments sont faits quand même beaucoup à partir de farine de poisson.
Donc il y a tous les travaux de substitution qui se font en amont pour essayer de soulager cette pression sur les océans et de nous permettre d'avoir des aliments qui sont beaucoup plus durables, entre guillemets. Les poissons qu'on a pêchés aujourd'hui avaient 18 mois, donc aujourd'hui c'est le fruit quand même de plus d'une année de travail. Donc c'est important pour nous et c'est vrai que de voir ces poissons sortir dans de la glace, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a fait quand même. Décale en passant et après tu vas marcher. Tout ce qu'on fait ici n'a pas forcément été fait ailleurs. Et ailleurs, ça a toujours été des industriels ou des privés en tout cas qui ont essuyé les plâtres de leur apprentissage. Alors qu'ici, on se retrouve dans une situation où on est quand même plus à l'aise, parce qu'on est quand même financé par les provinces, le gouvernement, tout ça. Donc on est là pour essuyer des plâtres et pour faire avancer les choses. Pour permettre à des gens de développer cette activité et de produire du poisson en quantité, on va dire, semi-industrielle au moins. Aujourd'hui, c'est 180 kg de poites qui sont sortis des cages. Les chiffres augmentent à chaque pêche. Les poissons partent sur Nouméa par la route. L'avenir sera piscicole ? Dans tous les cas, une idée à suivre pour le pays. « 100% de ce qu'on traite aujourd'hui en matériaux, c'est intégralement des produits qui sont issus de l'exploitation minière d'antan, je dirais, donc avant les années 80. Donc on travaille comme pied de mine. Cette ressource-là, les déchets miniers à l'échelle du territoire, il y a eu une évaluation du BRGM il y a quelques années, une évaluation sommaire où on avait parlé de plus de 50 millions de tonnes. Je pense que c'est une évaluation sommaire. Est-ce qu'on en a le double ou le triple? Je ne sais pas, mais 50 millions de tonnes, en sachant que le territoire consomme 300 000 tonnes maximum de granulats par an, 400 000 tonnes, je veux dire, on a des grosses possibilités avec ces matériaux-là, et à l'échelle du pays tout entier, quoi. Et on participe plus qu'activement, je dirais aujourd'hui, à l'enlèvement de ces produits, qui, s'ils ne sont pas enlevés aujourd'hui, ils se dirigent directement vers la mer, puisqu'ils sont présents dans tous les cours d'eau. En pied de mine, en général, il y a des cours d'eau, donc ils sont présents dans les cours d'eau du territoire. La rivière de Ouaté, par exemple, je suppose, comme certaines rivières du territoire, étaient des rivières qui étaient, chez nous en particulier, il y avait des mulets noirs qui remontaient, il y avait un bon gisement de poissons. Donc une fois que les déchets miniers sont descendus, plus rien, plus une trou d'eau, plus rien pour les poissons. Donc on a évoqué ce sujet avec la SLM quand ils sont arrivés. Enfin, un réel problème au pied les pieds de mine, donc où il y a souvent des villages, où il y a des tribus, enfin je veux dire où il y a des habitations, et c'est souvent un réel problème qui a au demeurant créé de graves troubles, je dirais, d'ordre social après des crues, parce que les gens étaient oubliés, donc voilà. Et au fur et à mesure, donc on est venu à rentrer en contact avec Steve Novella, qui lui développe un process par rapport aux routes. Donc nous on a vu une opportunité aussi de curer la rivière. Et la première étape, elle consiste à extraire toute la partie rocheuse et de la partie argileuse
encore une fois sans aucun apport d'eau. On n'a aucun lavage, on n'a aucun process de lavage. Et nous, notre intérêt dans notre process, l'intérêt c'était aussi de notre capacité à produire des fines, puisque c'est ce qu'on recherche dans les process de concassage, et particulièrement pour la conception des enrobés. On recherche beaucoup de fines, quoi. Donc c'est l'aboutissement de notre travail de recherche aujourd'hui à la confection des enrobés, c'est l'aboutissement. Une fois qu'on arrive, une fois que le process de concassage est terminé, qu'on a nos granulométries avec l'intégralité aussi du suivi et du contrôle qu'on peut faire dessus, donc on fait un contrôle qualité, enfin la qualité intrinsèque des matériaux. Une fois que tout ce process-là il est terminé, on a deux possibilités de revêtement. On a la réalisation des enrobés, donc des bétons bitumineux qu'on exécute ici, ou la réalisation des revêtements bicouches. Et donc quand on arrive à la station d'enrobage, c'est une recomposition. En fait, on reprend chaque granulométrie, on refait une recomposition qu'on chauffe dans le process, au lequel on ajoute des bitumes, et ce qui nous donne aujourd'hui la possibilité de concevoir des enrobés, aussi bien des graves bitumes qui se mettent en sous-couche, que des enrobés de tapis qui est la couche finale où les véhicules circulent dessus, quoi. C'est clair que c'est une innovation. Le côté dommage, c'est qu'on soit obligé aujourd'hui encore de se battre, après avoir démontré, prouvé, testé, on soit encore obligé de se battre pour que cette matière-là, l'utilisation de cette matière, elle soit préconisée dans le cadre des marchés publics, les marchés publics étant le plus gros pourvoyeur le public étant le plus gros pourvoyeur de travail dans le monde du BTP. Donc nous, on souhaiterait aujourd'hui qu'il y ait une réelle prise de conscience de la part des personnes qui sont en charge sur ces sujets, et que l'utilisation de ces matériaux, elle soit privilégiée, puisque c'est un bienfait pour la Nouvelle-Calédonie, pour le pays tout entier. Et encore une fois, il n'y a aucune exclusivité. Le territoire dispose des ressources et peut élaborer un plan d'utilisation, un plan de valorisation de ces ressources sans aucun problème. Ça permet aux tribus qui sont aux environs des mines de se prendre en charge, de s'organiser pour traiter donc ces déchets. Donc ça crée de l'emploi, ça cure les rivières en même temps. Donc on y trouve parfaitement tout son compte, quelle que soit la commune d'ailleurs. Je suis optimiste, oui, ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille. Je veux dire, il y a plus de 350 millions d'investissements sur le sujet. En dehors des centrales d'enrobage, il est clair qu'on est optimiste, et il est clair qu'on ne lâche pas le morceau non plus, parce qu'on considère que c'est vraiment un projet pays qui doit être mesuré à cette échelle-là. Alors l'aquaponie, c'est une symbiose entre les poissons et les végétaux. Donc en fin de compte, ce sont les poissons qui vont nourrir les plantes. Les plantes sont dans un bac de culture juste à côté. Les plantes vont, elles, ensuite purifier en fait l'eau pour les poissons. Donc c'est un circuit presque fermé. Et en fait, ça permet d'avoir déjà du poisson. On peut aussi, si on fait de l'élevage de poissons consommables, peut être mangé, et manger nos propres cultures, enfin nos propres légumes et fruits. Donc c'est une culture qui va effectivement déjà bénéficier d'une économie environ de 90% d'eau. C'est toujours la même eau qui va transiter dans le process, le système. Donc de ce côté-là, déjà, c'est assez exceptionnel aujourd'hui, vu l'eau et son coût. On a derrière un rendu de légumes qui est plus que bio, on va dire, puisque aucun produit chimique n'est accepté dans les systèmes, puisque ce sont des bactéries qui sont mises en œuvre en fait pour aussi bien nourrir que purifier. Alors aujourd'hui, on s'est aperçu que les amis, la famille nous avaient demandé des systèmes aquaponiques, et on a fini par en construire.
On a fait pas mal d'expériences aussi dans différents types de légumes, de poissons. Et on a fini par découvrir que les gens étaient de plus en plus intéressés. La difficulté, c'était d'expérimenter. Donc aussi bien au niveau des végétaux, des animaux, les poissons, poissons ou même écrevisses ou crevettes, c'était de trouver le bon équilibre. C'est vrai que le côté innovant d'Aquaponie Concept, c'est d'avoir adapté en fait cette culture aux aquariums, qui permet d'avoir au-dessus de votre aquarium un élément végétal qui va vraiment contribuer à l'équilibre de l'eau et aussi permettre pour nous, ça émane énormément de bien-être. Donc sur le même principe, mais sur une échelle beaucoup plus petite, on recrée en fin de compte un écosystème naturel. Et c'est vrai que les enfants, on a fait l'essai, on en a installé dans des écoles et on a de très très bons retours au niveau de l'enseignement. À ce jour, nous, on a développé en fait 2 types qui regroupent donc cette fameuse table de culture avec comme substrat des billes d'argile. Donc c'est de l'argile expansée qui permet une réutilisation. Donc en fait, c'est un produit qu'on ne va pas jeter. On a très récemment aussi mis en expérimentation les colonnes verticales. Ce sont des tubes en fait sur lesquels, pareil, c'est le même principe. L'eau va transiter à l'intérieur et va permettre, à travers des petits godets en fait, de développer les végétaux. Là, vous voyez ce que je vous disais, là, Nos projets, c'est de pouvoir vraiment familiariser cette méthode de culture et surtout de partager notre passion en fait avec la population calédonienne. J'ai un regard confiant et optimiste sur le programme de l'innovation en Calédonie. Bon, l'innovation, à la base, c'est la créativité. La créativité mène à l'innovation qui mène justement à soit la création des choses ou sinon à l'amélioration de la productivité. Quelque chose qui est vraiment très nécessaire en Calédonie en ce moment. Les gens commencent maintenant à voir les choses différemment, à tenter ce qu'ils n'ont pas tenté dans le passé. On était dans une zone de confort, on a toujours été dans une zone de confort dans le passé. Ce n'est plus le cas maintenant. Et même aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se redresser et quand ça va se redresser. Donc le moment est venu justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et il y a les gens qui ont de bonnes idées. Le gouvernement, les provinces commencent à regarder ça de très près. Il y a un plan stratégique qui est en train d'être mis en place. Mais le problème est que, j'allais dire ces jeunes, mais ça peut être les jeunes et les moins jeunes. Ces gens ont besoin quand même d'un soutien, que ça soit dans la forme d'un crédit d'impôt, que ça soit dans toutes sortes de formes qui le permettraient de passer ce premier cap juste après la mise en production, si on veut, de cette idée de l'innovation et la commercialisation. Et je vois quand même, on voit à la Chambre pas mal de sociétés qui passent nous voir, qui sont dans ce moment-là où ils sont prêts à vraiment commencer à exploiter, à mettre sur le marché leur idée, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est là où il faut qu'on intervienne pour leur donner un coup de main. Tous les 2 ans, on fait justement les trophées de l'entreprise. Et on a une rubrique innovation dans ces trophées. On a à peu près 40 sociétés qui répondent quand même à ce rubrique. C'est beaucoup pour un petit pays comme nous. Si on veut exporter, si on veut que notre économie trouve la croissance de façon importante, ça le fera par le biais de l'innovation. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.